sommet virtuel de la jeunesse. Nous avons rêvé en fait de ce sommet pendant plusieurs jours. Nous avons travaillé d'arrache-pied. Nous vous avons promis des sessions extraordinaires avec des personnes géniales et nous sommes à la fin. Et comme vous le voyez, je suis avec une superbe personne et vous aurez l'occasion de la connaître un peu plus. Salut Emeraude, comment tu vas? Bonjour Daniel, ça va très bien. Okay. Et toi? Je vais très bien, très très bien. Je vois l'impact que le sommet a eu. Je vois en fait tous les retours qu'on a et je pense que franchement, on a été gâtés en fait pendant ces 2 jours. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous parler d'Emeraude. En fait, qui est Emeraude? Elle est docteure en pharmacie. Et vous savez quoi? Pendant qu'elle faisait ses études en pharmacie, elle a eu je peux dire, une petite fibre pour la psychologie. Elle a commencé à étudier la psychologie et a même eu un DEP2 en fait en psychologie. Et sa passion pour la psychologie ne va pas s'arrêter là parce qu'aujourd'hui, elle est en train de se spécialiser en psychologie positive. Et vous savez de qui elle est vraiment fan? Elle est fan de Émile Coué. Et si vous ne savez pas, Émile Coué est un pharmacien, il est également psychologue et il a été en fait à la base de plusieurs techniques de psychologie. Mais en plus de cela, ce que vous ne savez pas, c'est qu'elle est entrepreneur dans divers domaines, dont l'un des principaux domaines est l'événementiel. Mais en plus de cela, c'est une excellente épouse et la mère de 3 merveilleux enfants. Je vous avais dit, nous avons une personne magnifique et je ne vais pas occuper la place parce qu'on a des bonnes choses à apprendre. Donc, Laure, sans plus tarder, on va y aller avec ta présentation. Merci Daniel. Je me demandais qui est-ce que tu présentais comme ça. Je ne me suis pas reconnue. Bonjour à tous. Alors, je vais commencer la présentation. Si vous êtes là ce soir, chers amis, c'est que comme moi, un jour, vous vous êtes arrêté dans votre course effrénée à la réussite sociale et à la réussite professionnelle. Vous avez marqué un arrêt et vous vous êtes demandé, mais c'est quoi le bonheur au juste? Et quand est-ce qu'il arrive, ce fameux bonheur? Alors, nous cherchons tous le bonheur, mais sans savoir où, comme des ivrognes qui cherchent leur maison, sachant confusément que cela existe. Quand Voltaire écrivait ces mots, le bonheur était déjà à la mode. 3 siècles avant Jésus-Christ, même le philosophe grec Épicure en parlait déjà. 2400 ans plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, le bonheur est toujours d'actualité. Tout ça pour vous dire que le bonheur est la quête commune de tous les êtres humains. Alors, qu'est-ce que le bonheur? Il est très difficile en fait de définir le bonheur parce que c'est quelque chose, en fait, c'est un ressenti émotionnel très personnel. Cependant, le bonheur a fait l'objet de plusieurs études scientifiques et je vous montrerai les résultats. Donc, plusieurs scientifiques ont étudié le bonheur et ils ont vu que c'était une donnée mesurable. Et c'est mesurable sur le point de vue chimique au niveau du cerveau. Il se manifeste dans notre corps par une augmentation de plusieurs neurotransmetteurs. Donc, la sérotonine, la dopamine, les endorphines, l'ocytocine. Le bonheur est donc chimique. Tous les pharmaciens et les médecins de cette salle comprendront ce dont on parle. Et donc, inversement, ce qu'on a constaté, c'est que dans les dépressions, le taux de tous ces neurotransmetteurs, il chutait brutalement. Donc, on arrive à quantifier, à mesurer le bonheur au niveau de l'organisme. Qu'en est-il au plan génétique? Au plan génétique, d'autres recherches ont été faites et il se trouve que 50% de notre bonheur est lié à nos gènes. Et oui, parmi nous, il y en a qui sont naturellement prédisposés à être heureux. En plus, il y a certains traits de personnalité qui prédisposent aussi plus facilement à la joie et au bonheur. Donc, ce seront des personnalités plus sensibles, des personnalités plus avenantes et beaucoup plus ouvertes. Ensuite, on a 10% de notre bonheur qui dépendent de l'environnement matériel où on évolue, c'est-à-dire que ce soit dans un pays, en démocratie, en dictature, à la ville ou au village. Mais la bonne nouvelle, c'est que 40% de notre bonheur relève de nous,
de nos choix et de nos actions. On va ensuite parler du bonheur et du bien-être. Ce sont deux notions différentes, mais complémentaires. On vient de voir tout à l'heure que le bonheur était mesurable. Quant à lui, le bien-être, il est basé sur 5 piliers forts qu'on appelle la théorie PERMA. Le bonheur, c'est donc du bien-être dont on prend conscience, disait Christophe André. Je vais vous parler plus en profondeur de la théorie PERMA. Notre bien-être dépend de 5 piliers. Alors, pilier numéro 1, ce sont les émotions positives. La joie, l'amour, la curiosité, la gratitude, l'espoir et toutes ces joies qu'on éprouve au quotidien. Notre bonheur va dépendre de l'engagement, de notre engagement au sens large du terme, au niveau de notre couple, de notre communauté, dans une association. En numéro 3, le bonheur dépend et non c'est le point, c'est un des points très essentiels, les relations humaines positives. Les relations que nous entretenons avec notre entourage. Le point numéro 4, c'est le sens de notre vie. Est-ce que notre vie a du sens? Est-ce qu'elle est utile? Et en dernier point, le bien-être va dépendre de l'accomplissement de nos objectifs et de la réalisation de nos rêves. À partir de là, on peut dire que le bonheur et le bien-être sont liés essentiellement à 3 types d'expériences. Une vie agréable et plaisante. Donc, ce serait de prendre plaisir des petites choses du quotidien et d'en ressentir des émotions positives. Une vie engagée dans quelque chose qui a du sens pour nous. Donc, une vie de plénitude, une vie utile. Après la théorie, on va passer à la pratique. C'est vrai que c'est compliqué pour moi de vous expliquer des méthodes et des exercices de psychologie positive en 20 minutes, mais je vais vous présenter ici quelques bases. En fait, le bonheur, il repose sur un triptyque simple. Pour éprouver du bonheur, nous devons faire des choses. Pour éprouver du bonheur, nous devons avoir une façon de penser. Pour éprouver du bonheur, nous devons avoir une façon d'être conscient au moment présent. Donc, pour s'améliorer, nous devons mettre l'accent sur ces 3 éléments. Alors, l'action. Ce qui rend malheureux, c'est l'inaction, c'est l'hésitation, le non-choix qui nous bloque. Mieux vaut agir et avoir des remords que ne rien faire et avoir des regrets. Je vais donc partager avec vous quelques activités qui procurent le plus d'émotions positives. En point numéro 1, et c'est mon préféré, c'est l'activité préférée, c'est mon activité préférée, c'est aider les gens. Le partage, les actes de bonté gratuite sont 2 ingrédients importants pour être heureux. Ils stimulent la sécrétion d'endorphines chez la personne qui fait le geste, chez la personne qui en bénéficie, et tenez-vous bien, même chez la personne qui en est spectatrice. Alors, on va penser être généreux, on va être altruiste, on va réfléchir à comment embellir la vie des autres. On va se fixer des objectifs, des journées de bonté avec des actes de générosité. Et un petit topo, pensez à varier vos actes de générosité et les personnes auxquelles vous les destinez. Cela vous procurera encore plus de bonheur. En numéro 2, on va partager des relations humaines positives. En 3, on va s'engager dans des actions qui ont du sens pour nous. On va faire des choses qu'on aime, qui comptent vraiment pour nous. Par contre, on ne va pas oublier de s'amuser, parce que s'amuser permet de reprendre contact avec l'enfant qui est en nous, permet de s'oublier un moment et de se distraire de la réalité. Pour être heureux, il nous faut aussi apprendre. L'être humain est fondamentalement curieux et explorateur. Centrer son attention sur quelque chose, sur une personne, un lieu qui nous intéresse, sont toujours source de bonheur.
Un autre point important, on va prendre soin de soi. On va sourire au quotidien, on va soigner son alimentation, on va penser à se détendre, on va ralentir le rythme, ne serait-ce que 10 minutes par jour. On va faire des activités physiques et on va prendre un peu de temps pour des activités spirituelles. C'est essentiel. Et en dernier lieu, on va prendre le temps de faire régulièrement le point sur nos rêves et sur nos envies. Après les actions, on va voir les pensées. Comment changer de mindset? Je veux partager une citation que j'aime beaucoup avec vous. Et je vais la résumer parce qu'elle est longue. C'est une citation de Gandhi qui disait « Surveille tes pensées, car c'est la pensée qui fait l'homme. » Effectivement, c'est la pensée qui fait l'homme, parce que nos pensées influencent nos comportements, notre entourage, les événements, même les événements de nos vies, en fait. Quelqu'un d'optimiste va être plus ouvert aux autres, il va générer de bonnes ondes, il va provoquer de bons événements, car il est à l'écoute de son entourage et des opportunités qui s'offrent à lui. Et on va se dire, ah, mais cette personne, elle est née sous une bonne étoile. Oh, mais qu'est-ce qu'elle a de la chance, cette personne. Mais en fait, cette personne aura provoqué sa chance. À l'inverse, quelqu'un de pessimiste, par son attitude fermée et méfiante, va passer à côté de beaucoup d'opportunités. Il va même risquer de provoquer ce qu'il craint. On est tous victimes de pensées négatives, c'est vrai. Mais il est important d'identifier ces mécanismes en nous et de les corriger jour après jour. Pour illustrer tout ça, je vais vous montrer un exemple concret. On va voir un exemple concret. Alors, tout le monde connaît ces petites maisons de campement. Tout le monde est déjà parti au village une fois, enfin, je l'espère. Tout le monde est déjà parti au champ. Moi, j'accompagnais mon grand-père au champ et j'adorais ça. Et donc, vous êtes dans une vieille maison, une vieille case de campement. Vous deviez rentrer au village, mais il se trouve qu'il y a un orage qui se prépare, donc vous êtes obligé de rester sur place pour ne pas prendre de risques. Dehors, le vent souffle, la tempête gronde. Vous êtes seul, il fait nuit noire. Vous voyez les choses sous un angle anxieux. Oh là là, cette maison est isolée, c'est en plein champ, il fait noir. Si je me fais agresser ou si j'ai une crise cardiaque, il n'y a personne pour m'aider. Résultat, l'angoisse monte. Et tout ce que vous craignez risque d'arriver justement parce que les crises cardiaques sont liées au stress, en partie. Par contre, si vous voyez les choses sous un angle plus optimiste, c'est-à-dire beaucoup plus objectif, vous allez vous dire « J'ai de la chance d'être protégé dans cette maison alors que la tempête fait rage dehors. Tout le monde n'a pas le luxe d'avoir un toit sur sa tête. Je me sens bien. » Et quand vous vous dites ces paroles, vous êtes aussitôt apaisé et vous trouvez le sommeil. Et le lendemain, après la pluie, le beau temps. En fait, cet exemple est un exemple classique illustrant bien la pensée positive. Donc, chers amis, pour mieux appréhender et mieux gérer les situations du quotidien, je vous exhorte à changer d'angle de vue. Après la pensée, on va maintenant aborder la conscience. Parce qu'il n'y a pas de bonheur sans conscience du bonheur. Et pour être heureux, il faut d'abord être, n'est-ce pas? Alors, combien de fois nous passons notre temps, soit à ressasser et à regretter le passé, soit à planifier l'avenir ou le futur? Notre corps est présent, mais notre esprit, lui, il est complètement ailleurs. Et il y a un célèbre dicton chinois qui disait « Hier est derrière, demain est un mystère, mais aujourd'hui est un cadeau. » C'est pour cela qu'on l'appelle présent. Et je partage pleinement cette philosophie. Vous me demanderez alors, comment on fait pour vivre le moment présent? C'est vrai que c'est très difficile de vivre présent. Et vivre le moment présent, eh bien, ça s'apprend. Habiter pleinement l'instant présent se fait quotidiennement. Elle se fait quotidiennement par la pratique de la pleine conscience, qui est aussi appelée
le mindfulness. Alors, pour pratiquer le mindfulness, vous n'avez pas besoin de vous mettre en position du lotus comme sur cette photo et de méditer. Non. En fait, il faut juste prendre conscience de votre corps. Il faut juste être à l'écoute de vos sensations et de vos émotions. Vous pouvez donc pratiquer la pleine conscience dans les activités du quotidien, c'est-à-dire faire du footing, conduire sa voiture, même faire la vaisselle, et pourquoi pas, même en mangeant son garde-bas. Alors, on va faire un tout petit exercice. Quand vous allez manger votre repas ce soir, plutôt que d'être perdu dans vos pensées, soyez pleinement conscient du fait de manger. Peu importe ce que vous mangez, soyez conscient du fait de manger. Soyez conscient des muscles qui sont sollicités pendant cette action, du goût des aliments, du plaisir que cela procure. En fait, soyez présent uniquement dans ce moment et savourez-le pleinement. Ne cherchez pas à penser à ce qui s'est passé au cours de cette journée ou à ce que vous allez faire juste après le repas. Soyez présent dans ce moment. Camus disait que ce n'est plus d'être heureux que je souhaite maintenant, c'est seulement d'être conscient. Et on en a besoin. Alors, pour terminer mon propos, je vous emmène dans un petit voyage. On va aller à Boston. On va voir l'étude la plus longue qui ait jamais été réalisée sur le bonheur. La Grand Study. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Alors, pendant 75 ans, les chercheurs de Harvard ont étudié la vie de 724 hommes pour connaître le secret du bonheur. Mais avant ça, j'aimerais vous poser quelques questions. Selon la génération Y, le but le plus important de la vie, c'est de devenir riche et célèbre. Et vous, pour vous, qu'est-ce que c'est que le bonheur? Et quand est-ce que le bonheur arrive? Quand vous aurez plus d'argent? Quand vous obtiendrez votre diplôme? Quand vous aurez un meilleur emploi? Quand vous serez marié? Peut-être quand vous aurez des enfants? Ah non, vous attendez d'être heureux quand vous construirez la maison de vos rêves. Ou bien quand vous conduirez la voiture luxueuse dont tout le monde rêve. Ou plutôt quand vous guérirez de cette maladie chronique. Dites-moi. Alors, il semblerait que le bonheur ne réside dans aucune de toutes ces choses. Revenons à la Grand Study. Donc, cette étude a commencé en 1938 et elle s'est déroulée sur 2 groupes de jeunes hommes pendant 75 ans. Le premier groupe était composé de jeunes étudiants en 2e année de Harvard. Donc, qui dit Harvard dit, étant donné que c'est l'université la plus prestigieuse du monde, c'est des jeunes intelligents et de bonne famille. Et le deuxième groupe, c'était des jeunes qui venaient du quartier le plus pauvre de Boston. Tous les 2 ans, les chercheurs leur posaient des questions sur leur satisfaction, leur mariage, leurs relations, le travail, leur activité sociale, etc. Et tous les 5 ans, on évaluait leur état de santé. Quelques-uns des participants de cette étude vivent encore, ils ont plus de 90 ans. Certains sont devenus médecins, d'autres avocats, d'autres hommes politiques. Certains autres sont devenus alcooliques et j'en passe. Mais il y a 3 leçons fortes qui sont ressorties de cette expérience. Et les voilà. Être proche de sa famille, de ses amis, de sa communauté améliore la santé physique. Les hommes dans les 2 groupes, peu importe leurs origines, leur statut social, qui étaient bien entourés, avaient tendance à être plus heureux et en meilleure santé physique. Ils avaient tendance à vivre beaucoup plus longtemps. Leçon numéro 2, c'est qu'on peut se sentir seul, dans une foule, tout comme dans son mariage. Ce n'est pas le nombre d'amis ou le fait d'être dans une relation de couple qui importe, mais c'est plutôt la qualité de ces relations. Et leçon numéro 3,
c'est que la qualité des relations a un impact non négligeable sur la santé mentale. La solitude, quant à elle, tue. Être seul accélère le vieillissement du cerveau et dégrade l'état de santé général. Au terme de cette étude, on a pu constater qu'une chose en particulier était importante pour connaître le bonheur. C'était avoir de bonnes relations, avoir des relations de qualité. Nous réalisons alors que le bonheur, ce n'est ni la richesse, ni la célébrité, ni tout ce que vous avez cité plus haut. Le bonheur se passe ici et maintenant, dans les petites choses du quotidien que nous partageons avec les personnes de qualité qui nous entourent. Chers amis, cessons d'attendre X, Y ou Z raisons, car tout ceci rend certes la vie plus agréable. L'argent, la maison de luxe, la voiture de luxe, je suis entièrement d'accord avec ça. Mais le bonheur qu'il procure est un bonheur éphémère. Je vous invite donc à partager ma définition à moi du bonheur, qui est de découvrir et de faire ce qui nous passionne, ce qui nous stimule et de vivre intensément le moment présent. Comme vous le voyez, il en faut peu pour être heureux. Je déclare alors la chasse au bonheur ouverte. Je vous remercie. Franchement, j'ai pas de mots. Tu me donnes une minute, je continue de noter. J'ai pris tellement de notes. Franchement, je pense que cette intervention arrive à point. Arrive franchement à point et mon cahier est plein de notes. Et franchement, je pense que c'est intéressant. Je pense que quand on rentrait dans cette session, plusieurs ont dû se dire on va vraiment parler aujourd'hui de c'est quoi le bonheur. On allait parler de voitures, de maisons, de voyages et tout. Et franchement, là, tu nous as tous pris un peu au contre-pied. Tu as parlé des pourcentages 50, 10, 40 et que 40% en fait, de notre bonheur en fait, dépend de nous. Je pense que c'est une lourde responsabilité. C'est une lourde responsabilité et c'est tellement facile de se dédier ou bien de se défaire de cette responsabilité et de chercher des choses à l'extérieur, alors qu'on a 40% en fait, à l'intérieur. C'est énorme, on n'est même pas en train d'exploiter ces 40% et on veut aller par exemple travailler sur nos gènes, sur notre environnement. Non, commençons là où on doit aller. Effectivement. Merci. Il y a beaucoup de merci. Mariam Kone qui dit le rythme, la cadence, le temps de l'éducation par le docteur. Et mon capitaine qui dit le level très haut. Francis qui dit super. Fadila qui dit waouh. Franchement, on peut rester là à citer encore et encore et encore. Et on va y aller rapidement avec quelques questions. Fadila te demande est-ce que la pleine conscience inclut la gratitude? Alors, merci beaucoup, Datou. Merci à tous. Effectivement, la pleine conscience inclut la gratitude. En fait, la pleine conscience, c'est d'être conscient dans tout ce qu'on fait au quotidien, dans toutes les émotions qu'on ressent, donc que ce soit la joie, la gratitude, la curiosité, toutes ces émotions qu'on ressent, même la tristesse, toutes ces émotions qu'on ressent, en fait, il faut les ressentir en pleine conscience. Il faut être pleinement conscient en fait du moment en fait présent et ça tu l'as dit. Et je vois un commentaire de Ali, elle dit ça c'est vrai. Et qui demande est-ce qu'on peut avoir la réussite sans avoir le bonheur? Oui, effectivement. On peut avoir la réussite sociale, mais c'était mon propos du début en fait. On peut avoir la réussite sociale sans avoir le bonheur. On peut être marié sans avoir le bonheur. On peut avoir des enfants. Enfin, on peut être en bonne santé. D'ailleurs, on est tous en bonne santé, mais combien de nous sommes heureux? Combien d'entre nous sommes heureux?
Donc, le bonheur n'est pas lié à ce qu'on a, c'est lié à ce qu'on est, à comment on ressent les choses, comment est-ce qu'on vit les petites choses du quotidien en fait, à comment est-ce qu'on se réveille le matin, à comment est-ce que on est en gratitude face à ce beau soleil en face de nous, face à ce petit sourire de notre enfant le matin. C'est toutes ces petites choses basiques et banales du quotidien, en fait, qu'il faut vivre pleinement, en pleine conscience, et c'est ça qui nous rend heureux. Sinon, on peut avoir des jets privés, on peut avoir les milliards qu'on veut, mais on ne sera jamais heureux. D'ailleurs, ça m'emmène à rebondir, en fait, sur la notion de l'argent. Est-ce que l'argent fait le bonheur? Effectivement, j'aime tout ce qui est scientifiquement prouvé. Désolée, c'est une déformation professionnelle. Donc, des études ont été faites sur est-ce que l'argent fait le bonheur? Et des sociologues américains ont testé sur 2 groupes de 50 personnes. On leur a donné de l'argent, $50 à dépenser au quotidien pour eux-mêmes. Et sur 2 mois, on a observé. Le deuxième groupe, il devait dépenser les $50 pour offrir un cadeau à quelqu'un. Ceux à qui on avait donné l'argent pour dépenser pour eux-mêmes, mais ils le dépensaient au quotidien. C'est vrai qu'au début de l'étude, on a eu une courbe, mais cette courbe a eu tendance à un moment à atteindre un plateau. Les gens n'étaient plus satisfaits de l'argent qu'ils avaient, et même à la fin de l'étude, le plateau était en décroissance parce que les gens n'étaient plus satisfaits de l'argent, de la quantité d'argent qu'on leur donnait au quotidien. Ils avaient besoin de plus. C'est-à-dire que le cerveau humain s'habitue à ce qu'il a. Donc, on a une belle voiture, quand on achète une belle voiture aujourd'hui, on est content, on est fier. Avant de l'acheter, on se sent anxieux et tout, on a des émotions. Quand on s'en va acheter les premiers jours, on est content de notre voiture, mais après, on s'en lasse. On veut la dernière série après cette voiture. Et en fait, c'est ça le problème. C'est le même problème qu'avec la réussite. Quand on atteint un niveau, on en veut toujours plus. On n'est jamais satisfait. On est juste satisfait un court instant et on en veut encore plus. Et pour revenir à mon étude, la deuxième vague de personnes qui avaient $50 à partager avec les gens au quotidien, mais ils étaient de plus en plus heureux. Le bonheur allait en augmentant et on n'a jamais vu de plateau au cours de cette expérience. C'était que croissant en fait comme bonheur. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir de l'argent, mais c'est bien aussi, ce qui est mieux avec l'argent, c'est de le partager avec les gens au quotidien parce que c'est cela qui nous rend heureux. Je disais tout à l'heure dans le point aider les gens, c'est le partage et les actes de bonté qui nous rendent heureux. Voilà. Franchement, c'est important ce que tu dis. J'ai l'impression que tu lis dans les pensées ou dans les commentaires, je ne sais pas. Je lis aussi un peu les commentaires en même temps. Je pense que tu as répondu à la question de Christophe. Je pense que Christophe, tu as eu ta réponse. C'est quelle est la meilleure mesure en fait, du bonheur? Et je pense que tu l'as dit, c'est notre capacité à faire les bonnes choses et à être utile. En fait. Ce n'est pas seulement accumuler, mais c'est plutôt peut-être donner et faire des choses. Je pense que j'ai noté ça aussi. C'est faire des choses qui nous passionnent, qui nous stimulent et vraiment vivre dans l'instant présent. Et il y a Aude. Oui, tu veux rajouter? Oui, je veux rajouter quelque chose. Je vois quelqu'un qui me dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue énormément. On n'a jamais dit le contraire. Mais en fait, le problème avec l'argent, c'est que ça nous rend heureux à un certain niveau. C'est que quand on en a besoin pour satisfaire nos besoins primaires, nous loger, manger, s'habiller, on est heureux. Mais à un certain niveau d'argent, un certain niveau de réussite sociale et d'argent, l'argent ne fait plus le bonheur. Quand on a fini en fait d'atteindre ses besoins primaires, l'argent n'est plus source de bonheur en fait. Voilà, c'était juste ce que je voulais rajouter. Je pense que ton point il est pertinent et ça me permet en fait de revenir en fait sur un petit point. Et je pense que c'est la notion de la perception. Je pense qu'on vit toujours dans le. Je me dis que quand j'aurai, je serai. Quand j'aurai, je serai. Et au final, on tombe dans ce cercle vicieux qui fait qu'on est constamment à la poursuite en fait de quelque chose,
Alors que potentiellement, quand j'écoute ce que tu viens de nous dire, on est déjà dans le bonheur si on décide de regarder là où il faut et de faire ce qui va avec. Effectivement. Il y a Audrey qui dit cette conférence tombe tellement bien. Ouais. On va prendre une autre question. En fait, il y a Olivier qui demande pour des personnes qui se sentent bien seules, comment résoudre ce problème puisque à la longue ça tue? Mais les personnes qui se sentent seules doivent se remettre en question. Comment est-ce qu'ils ont fait pour se retrouver seuls? Parce qu'on est dans un monde avec 7 milliards de voisins. Donc, le voisin d'à côté, la famille, les parents, on est entouré. Encore plus en Afrique où on est encore plus entouré. Donc, si on se sent seul, enfin, si on est seul dans ce monde bondé de monde, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il faudrait se remettre en question et se demander pourquoi on est dans cette situation. Et quand on se remettra en question, on trouvera les bonnes réponses. Et enfin, on pourra partager des relations sociales positives avec notre entourage. C'est ça, en fait, l'exercice à faire. Effectivement. Tu as encore des félicitations. Hein. Étienne qui dit très belle présentation. Mbak qui dit merci, bravo, félicitations. Nono qui dit merci pour ce partage. Et j'ai un commentaire tout particulier que j'aime, c'est tu as tout dit. Tu es mon modèle et ma source d'inspiration. Merci. Merci Elfège. Ouais. Et pour une autre question qui nous vient de Mariam, qui dit comment faut-il faire après une vie entière à se dire que ce sont toutes ces petites choses qui nous rendraient heureux pour penser autrement et rester focus dorénavant. Donc, on a vécu toute notre vie en pensant d'une certaine façon et aujourd'hui, on vient d'apprendre toutes ces choses. Comment est-ce qu'on fait pour penser autrement et rester focus, en fait, à partir de maintenant? Mais comme vous l'avez vu tout à l'heure, on va revenir sur les diapositives. Comment faire pour devenir heureux? En 1, je vous ai dit qu'il fallait passer à l'action. Donc, on va venir plutôt sur cette slide qui parle du triptyque du bonheur. Donc, pour être heureux, on va changer notre façon d'agir, on va essayer de changer notre façon de penser et on va devenir de plus en plus conscient. En fait, tout ça s'apprend. C'est un processus, en fait. C'est pas quelque chose avec lequel on est ou du jour au lendemain, on se lève, on décide qu'on change de façon de penser et tout. Mais c'est des exercices au quotidien. C'est en lisant des livres sur tout ce qui est aujourd'hui pensée positive, développement personnel, en suivant des coachs de vie, en suivant des personnes ressources sur YouTube. Aujourd'hui, on a accès à tout. En se formant. Aujourd'hui, on a accès avec Internet, à tout type de formation, sur comment changer de mindset, comment devenir plus conscient, comment pratiquer le mindfulness au quotidien, comment passer à l'action. Tout ça, aujourd'hui, c'est disponible, c'est à notre portée. On ne doit pas rester à acheter du crédit Internet juste pour aller sur Facebook ou pour aller sur des groupes, chatter, rigoler. Non. Nos crédits Internet aujourd'hui doivent nous servir à quelque chose de concret. Si on n'a pas les moyens de partir en librairie, s'acheter un livre, on a 200 francs pour acheter 1 giga Internet, on peut se connecter et on peut avoir accès à tout type d'exercice pour changer de façon de penser et pour être beaucoup plus conscient, pour être vraiment dans le mindfulness. Le mindfulness, ça s'apprend. Ça s'apprend dans les livres, ça s'apprend dans des techniques. Je pourrais vous donner... plus tard, enfin pour ceux qui voudront échanger après avec moi, je pourrais vous donner des références de livres ou de sites sur lesquels vous pouvez aller. Vous allez sur YouTube, vous tapez Mindfulness, il y a une série d'informations là-dessus. Et en fait, c'est en voulant au quotidien faire un travail sur soi-même qu'on y arrive en fait finalement. La perfection n'est pas de ce monde, comme on dit. Comme on dit, c'est
un processus, c'est une étape. Il faut y aller pas à pas pour changer notre façon de réfléchir, pour changer nos actions. Voilà, c'est ce que je peux dire à Mariam. Excellent, excellent, excellent. Je pense qu'on va encore prendre une autre question. Elle vient de Steve cette fois-ci qui demande comment être heureux quand on n'a pas encore atteint ses objectifs de vie. Avant que tu répondes, je pense que cette question est vraiment importante dans le contexte où on est aujourd'hui, où on a tendance à croire que le bonheur, c'est voilà, l'objectif que je me suis fixé. Donc, pour toi, avec tout ce que tu viens de nous dire, je pense que la question de Steve est vraiment intéressante. C'est comment est-ce qu'on fait pour être heureux quand on n'a pas encore atteint ces différents objectifs de vie? Mais comme je vous disais, on n'a pas besoin d'atteindre nos objectifs de vie pour être heureux. Enfin, tout mon speech, ma présentation aujourd'hui était basée dessus. Être heureux, c'est pas atteindre des objectifs. Être heureux, c'est maintenant. C'est pas attendre d'avoir X, Y ou Z objectifs pour être heureux. Être heureux, c'est les petits moments du quotidien. C'est s'ouvrir à ces petites choses du quotidien. C'est être pleinement conscient de ce qu'on fait au quotidien. Quand je me lève le matin, que j'ouvre ma fenêtre et que je vois le soleil rayonner, déjà je suis heureux d'être en vie. Je suis heureux d'avoir la vue et de pouvoir voir ce beau soleil. Je suis heureuse de pouvoir boire une tasse de café ou du thé ou voilà le matin. Je suis heureux quand je marche pour aller au travail, à la fac ou que je prends ma voiture. Je suis heureux de vivre en fait. Il faut être pleinement conscient de ce qu'on fait au quotidien. Le bonheur, ce n'est pas des objectifs, ce n'est pas des trucs trop compliqués. C'est tout ce que je fais dès que je me réveille jusqu'à ce que je me couche le soir. C'est ça en fait. Bon, alors, donc, je reviens sur les slides. Je pense qu'il faut s'appuyer sur les études parce que les études l'ont suffisamment prouvé. Alors, être heureux, comme on a dit tout à l'heure, ce n'est pas une question d'objectif. Être heureux, c'est ressentir des émotions positives au quotidien. La joie, la gratitude, se réveiller le matin, dire merci à Dieu pour tout ce qu'on obtient. C'est dans les petits moments de nos vies, même dans la maladie, même dans l'adversité, même quand je suis au chômage aujourd'hui, il faut que je me dise que je suis heureux d'être en vie et que ce n'est qu'un petit moment, c'est un passage en fait. Ce chômage-là, c'est une pause que Dieu me permet d'avoir pour pouvoir être heureux en fait, pour pouvoir faire... c'est une pause en fait parce que je passe ma vie à courir après des objectifs. Il faut que je me pose et que je pense à qu'est-ce que je suis et qu'est-ce que je devrais faire. Alors pour illustrer tout ça, parce que je pense pour que ce soit plus clair, il faut des exemples clairs et concrets. Je vais vous donner mon exemple à moi. Alors moi, j'ai fait des études, j'ai eu un doctorat en pharmacie. Déjà, je pensais que être heureux, c'était d'avoir mon doctorat en pharmacie. Donc pendant 7 à 8 années, j'ai bossé comme une malade pour atteindre cet objectif. Je vous promets que le soir de ma soutenance de thèse, quand j'ai fini d'obtenir mon doctorat, j'étais malheureuse. Parce que je me trouvais avec le doctorat en poche et je réalisais que c'était fini, cet objectif, il était atteint. Qu'est-ce que j'allais faire de ma vie? Il fallait maintenant que j'aille dans la vie active, moi qui ne sais faire qu'étudier. Et j'avais atteint un objectif, non des moindres, mais je n'étais pas heureuse. Point numéro 2, après mon diplôme, j'ai commencé à travailler. Pour moi, être heureux, c'était avoir une carrière florissante dans les meilleures industries pharmaceutiques du monde. Dieu merci. Enfin, parmi nous, il y en a qui ne sont pas croyants. Donc, je vais utiliser le terme que les métaphysiciens utilisent, l'univers. Merci infiniment à l'univers, j'ai réussi à avoir cette carrière que je voulais. Donc, j'ai réussi à rentrer dans les meilleurs laboratoires, les meilleures industries pharmaceutiques. Je vais encore vous surprendre. Quand je suis arrivée là,
je n'étais toujours pas heureuse. En fait, j'étais contente d'avoir des challenges, je me sentais vivre, je me sentais utile et tout, j'étais une working girl, mais à la fin, je n'étais pas heureuse. Après cette étape, l'univers faisant bien les choses, je me suis retrouvée au chômage volontaire, parce que j'ai décidé de démissionner de toutes ces grandes industries, de ces pharmaceutiques, j'ai décidé d'abandonner cette carrière parce que de toute façon, je n'étais pas complètement heureuse. Je savais que c'était pas ce que je voulais faire. Ma voix, c'était pas ça. Il y avait quelque chose en moi qui bouillonnait, qui me disait que c'était pas encore ça. Donc, à la faveur des choses, je démissionne et je viens rejoindre mon mari, que je salue au passage, dans un pays étranger. Donc, j'arrive dans un pays étranger, je suis au chômage, je ne connais personne, je suis avec mes enfants et je me retrouve femme au foyer. Pour moi, c'est catastrophique. Après toutes ces études, après un doctorat, après une aussi belle carrière, se retrouver femme au foyer, j'ai touché le fond. Donc, pour moi, donc j'avais touché le fond. Voilà. Et ensuite, l'univers faisant bien les choses ou faisant les choses, je perds quelqu'un, un être cher. Mais 3 mois après, en fait, que j'arrive dans ce pays isolé, loin de tout, loin de ma famille, je perds ma boussole, ma mère. Et je vous avoue que j'étais complètement perdue, j'étais complètement déboussolée, justement. Je ne savais plus où aller, où m'orienter. Et en fait, c'est à partir de ces moments-là qu'on commence à se poser les vraies questions existentielles. On commence à se demander, mais quel est notre but sur la Terre? Quel est le sens de cette vie que je mène sur Terre? La vie est tellement courte, je me suis demandé, mais le jour de ma mort, qu'est-ce que les gens diront de moi? Je suis couchée là, dans ce cercueil, et j'entends quelqu'un qui, pendant la messe de Requiem, parle de moi. Qu'est-ce que la personne dira de moi? Que j'étais là à me lamenter de ma vie, que j'ai eu un doctorat, je n'étais pas satisfaite, j'ai eu des super boulots, je n'étais pas satisfaite, j'ai eu un mariage, un mari merveilleux, j'ai eu des enfants formidables, je n'étais pas satisfaite. Qu'est-ce que je veux qu'on retienne de moi après mon passage sur cette terre? Et là, j'ai commencé à me poser toutes ces questions. Et ça m'a pris 2 ans. Pour revenir à la question précédente de tout à l'heure, en fait, comme je disais, c'est un processus. Ça m'a pris 2 ans, toutes ces questions-là, à me poser quel est le sens de la vie, qu'est-ce que je peux faire pour être un peu plus utile et tout. Et toutes ces questions, en fait, finalement, comme Christophe l'a dit dans l'intervention précédente, chacun de nous a un don. Mais en fait, il faut pouvoir faire une pause, il faut s'asseoir et se demander, mais c'est quoi ce don? Mais comment je peux être utile? Comment je peux donner du sens à ma vie? Et c'est ce que j'ai fait, j'ai répondu à tous ces questionnements. Je me suis assise, j'ai pris une feuille, j'ai cherché, je suis allée sur Internet, j'ai lu des livres, j'en ai lu des tonnes. En plus, j'avais du temps. Et après avoir lu tout ça, après m'être posé toutes ces questions, je me suis souvenue, tenez-vous bien, j'utilise le mot souvenir pour dire que j'avais complètement oublié que j'avais fait un DUG de psychologie à la fac. Donc, en me posant toutes mes questions, en écrivant, je me suis rendu compte que j'étais allée faire pharmacie parce que j'avais envie de soigner les gens. Et j'avais envie de fabriquer des médicaments, d'aider les gens et tout. Et en creusant, je me suis rendu compte que j'étais allée faire psychologie, non, en plus de vouloir répondre à mes questions existentielles personnelles, je voulais comprendre les gens et je voulais apporter aussi ma pierre à l'édifice. Je voulais aider les patients que j'allais rencontrer sur mon chemin. Parce que toutes les maladies, la plupart des maladies qu'on rencontre sont en général psychosomatiques. C'est-à-dire qu'elles sont liées à ce qu'on... aux troubles, à ce qu'on pense, à ce qu'on vit et tout. Donc, ce sont les pensées négatives, les ondes négatives, c'est tout ça qui va influencer négativement notre corps et certaines maladies telles que, par exemple, le cancer, le diabète, l'hypertension, voilà, toutes ces maladies-là sont psychosomatiques. Donc, je me suis dit que non seulement, en plus de pouvoir aider les gens sur le plan chimique avec des médicaments,
je voulais les aider psychologiquement, psychiquement et émotionnellement à s'améliorer. Parce que de toute façon, comme j'ai vu, quand je lisais même la biographie d'Emile Coué à l'époque quand j'ai découvert, mais il s'est rendu compte en fait que tous les malades qui venaient n'étaient pas guéris qu'avec les médicaments. Il y a certains malades à qui il avait donné des remèdes qui étaient placebo, il n'y avait absolument rien, qui sont revenus plus tard et qui lui ont dit qu'ils étaient guéris en fait. Parce qu'il y avait une grosse part du mental qui avait joué à ce moment-là. Donc je me suis, dans tous ces questionnements-là, je me suis dit, tiens, tu as fait un doctorat en pharmacie, tu sais fabriquer des médicaments, tu as fait de la psychologie, qu'est-ce que tu peux faire concrètement pour aider les gens? Et c'est comme ça que, en cherchant de fil en aiguille, j'ai découvert la psychologie positive, qui est cette branche de la psychologie qui est toute nouvelle, hein, qui date de à peine 98, qui aide les gens à être beaucoup plus heureux. En fait, les psychothérapies avant avaient tendance à soigner les gens psychologiquement instables, malades mentaux, donc qui partaient de moins 10 et on essayait de les ramener à 0. Mais cette psychologie positive aide les gens à aller de 0 à plus 10. Elle permet en fait de rendre la vie des gens meilleure, d'aider les gens à développer leurs talents. Et je me suis dit, voilà, c'est ce que je veux faire. Je veux aider les gens à être meilleurs. Je veux aider les gens à être plus heureux. Parce que moi, pendant 33 ans de ma vie, j'ai cherché le bonheur. Et finalement, en cherchant, on finit donc par trouver, en se documentant, en se renseignant, on finit par trouver ce qu'on cherche. Et j'ai trouvé ma voie. Et donc, tout ça pour vous dire que c'est un long processus. Il faut prendre le temps de se poser, de réfléchir, de se poser les vraies questions. En fait, qu'est-ce qui compte pour nous? Quel est le but de notre vie? Est-ce que c'est avoir une voiture luxueuse, avoir une grosse maison? Est-ce que c'est ça pour nous le bonheur? Est-ce que ces objectifs-là, cette réussite sociale dont on parle, est-ce que c'est ça pour nous le bonheur? Quand on va mourir, qu'est-ce que les gens vont dire de nous? Et ce qui est formidable, c'est que ma mère, ce héros, je continue à apprendre énormément d'elle. Parce que ça, ce dont je viens de vous parler, je me suis rendu compte le jour de ses funérailles, à l'oraison funèbre, quand le modérateur de la communauté avec qui est pris faisait son oraison funèbre, il a dit des choses tellement touchantes et tellement belles. Je me suis dit, waouh, je veux que le jour de ma mort, on puisse aussi parler de moi ainsi. Parce que cette femme était généreuse, elle a aidé du monde. L'église était bondée de monde. Je me suis retournée, je me suis dit, attends, elle connaît tout ce monde-là, cette petite femme-là que je vois à la maison, qui était femme au foyer? Non, j'ai réalisé au décès de ma mère qu'elle était très heureuse. De toute façon, elle nous a toujours montré qu'elle était très heureuse et très épanouie. Mais ça m'a fait prendre conscience de ce que c'était réellement le bonheur. C'est pas la carrière professionnelle, c'est pas les objectifs, c'est pas la grosse voiture, c'est aujourd'hui et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on aide les gens? Est-ce qu'on partage le peu qu'on a? C'est ça le bonheur pour moi. Voilà. Bon, là, tu vas nous faire pleurer. C'est très touchant tout ce que tu as partagé. Et, Arnaud m'a marqué dans le commentaire. C'est très touchant et très profond. Merci de nous avoir partagé ton expérience. Vraiment très édifiant. Merci beaucoup. Kadi qui dit merci, docteur Emeraude. Quelle belle présentation, tellement inspirante. Et je pense qu'on arrive à la fin de cette présentation. Personnellement, j'ai beaucoup appris, beaucoup appris. Voici des années qu'on se connaît sous d'autres cieux, voilà, dans le domaine pharmaceutique. Mais je pense que chacun de nous, à la quête du bonheur, a fini par se retrouver là aujourd'hui. Personne n'aurait pensé de faire ce qu'on fait aujourd'hui. Et je pense que ça donne du sens à tout ce que tu viens de dire. Tu aurais pu rester dans toutes les firmes pharmaceutiques et faire toutes ces choses qui pour nous, jeunes aujourd'hui, représentent le bonheur, le succès. Et tu as traversé en fait tout ça. Et aujourd'hui, tu arrives à la simple conclusion que tu as partagée avec nous. Le bonheur, c'est pas toutes ces choses en fait, qu'on attend dans le futur. En fait, le bonheur se construit, se vit dès aujourd'hui dans cette quête en fait, vers la réussite. Franchement, merci, ça a été un plaisir de t'avoir. Je sais que c'est le premier d'une longue série parce que j'ai beaucoup à apprendre de toi. Et je sais que les autres aussi, il y a quelqu'un même qui a même écrit, je veux que tu sois mon coach et tout. Donc,
Ton profil Facebook, c'est lequel déjà? Allô? Oui, ton profil Facebook, si tu peux nous dire c'est quoi ton profil Facebook? Love Emerald Gay. Ok, donc Love Emerald Gay, vous allez sur Facebook, vous allez trouver, vous allez aussi taper sur LinkedIn, vous n'allez pas vous tromper de visage, tout comme fait, voilà. Il n'y a pas beaucoup de Love Emerald combiné sur Facebook. Franchement, merci. Et avant de te laisser partir, est-ce que tu auras un mot de fin sur le thème général en fait de ce sommet? Quel avenir pour la jeunesse d'aujourd'hui? Alors, merci beaucoup, Daniel. Merci pour cette belle opportunité que tu nous as donnée de partager notre expérience, notre vécu avec tous ces jeunes autour de nous. Merci infiniment. J'aimerais dire à la jeunesse africaine que notre destin est entre nos mains. Nous ne devons pas rester à attendre que telle ou telle chose vienne de l'État, du gouvernement. Nous ne devons pas rester à nous dire « Ah, j'ai pas les moyens de partir dans une bonne université ». Aujourd'hui, les universités sont en ligne. On peut faire des études sur Harvard, à MIT, à toutes ces grandes universités-là. Il faut qu'on se cultive. Il faut qu'on se cultive, il faut qu'on se documente pour transformer nos vies, en fait. Qu'on ne reste pas là sur les réseaux sociaux à rigoler, à partager des choses, c'est bien. Ça nous permet de nous aérer, comme je disais, s'amuser, c'est bien, mais c'est aussi important de se recentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est de faire de notre belle Afrique un continent qui se lève, un continent qui bouge. On a énormément de ressources, on a énormément de cerveaux sur le continent, mais on reste là, en fait, dans des distractions secondaires. Donc, j'aimerais qu'on se réveille, qu'on se motive, qu'on se cultive pour avancer. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup à tous et à chacun. Je suis gonflé à bloc. Franchement, merci Emerald. Et je n'ai pas grand-chose à dire. Je veux simplement dire merci à tous les participants. Nous arrivons à la fin de cette intervention, mais ce n'est pas encore totalement la fin du sommet, parce que nous allons avoir maintenant la session de clôture. Et voilà, je sais qu'Emerald sait, mais on ne va pas leur dire ça ici. Ils vont nous suivre en fait à la session de clôture, parce qu'on a un cadeau en fait pour vous, pour tous ceux qui ont suivi en fait ce séminaire pendant ces 2 jours. Donc, on se retrouve dans exactement 7 minutes au niveau de la session de clôture. Et là-bas, nous allons vous donner en fait la suite et les bonnes nouvelles en fait qu'on a pour vous. Allez, merci à tout le monde et on se dit merci à tous. Merci Daniel. Au revoir. Merci. Allez, bye.